Accord, désaccord avec Guillaume Durand. Mon cher Karim, bonjour. Conversation privée avec le président, c'est publié chez Albin Michel, vous l'avez écrit avec Antonin André. Ce sont de longs rendez-vous donc avec le président de la République et nous sommes avec Philippe Tesson que vous connaissez. Inutile donc de vous présenter. Beaucoup de gens ont ironisé, non pas sur vous, mais sur cette manière dont le président a de fréquenter d'une manière tout à fait intense les journalistes, notamment dans une période qui est quand même extrêmement difficile pour lui, vous, Fabrice Lhomme et les autres. Est-ce que vous considérez, avec le léger recul qui vous caractérise, que c'est normal? Moi, je trouve que c'est normal qu'il parle aux journalistes. Alors, soit il parle pas aux journalistes, on dit qu'ils sont dans leur tour d'ivoire et qu'il devrait Chirac à la fin. Il parlait plus du tout, il voyait plus un seul journaliste. Hollande, il a vu beaucoup de journalistes, c'est vrai. Moi, j'ai fait le calcul pour nous. On l'a vu une trentaine d'heures, sur tout le quinquennat. C'est pas mal une trentaine d'heures. Mais un quinquennat, c'est 44 000 heures. Donc ça relativise un peu les choses. Mais c'est vous plus les autres. Oui, mais il y a des chiffres un peu délirants qui sont parus dans la presse. Le Temps, en Suisse, a dit qu'il passait 30% de son temps à voir des journalistes. La réalité, ça doit être autour de 5%. Mais la question, c'est évidemment la sortie de la Tour d'Ivoire, mais aussi, parce que c'est quand même une atmosphère qu'on trouve dans le livre, c'est que dès le début, ça se passe mal. D'ailleurs, il le dit, j'ai pas d'état de grâce, j'ai un état de grâce. On a l'impression qu'il est en train de vous regarder comme une sorte de miroir, pour reprendre la fameuse phrase de votre livre, qui a fait couler beaucoup d'encre, sur le thème un peu j'ai pas de bol quoi. Je démarre et immédiatement je suis aux enfers. Sont-ils nuls? Écrit dès le mois de septembre, le Nouvel Obs, c'est vous qui le citez. Le Hollande bashing, comme on l'a appelé, commence dès l'été 2012. Puis il y a le fameux Tweetgate déjà avec Valérie Trierweiler dès le mois de juin 2012. Ça continue. Il y a Cahuzac qui arrive derrière, qui est la première énorme crise du quinquennat. Et nous on le voit pour la première fois en mai 2013. On a laissé passer un an entre l'élection et notre première conversation. C'est vrai que le livre est beaucoup sur les ressorts psychologiques, mais c'est aussi ce qu'on a voulu nous. On a voulu voir comment un homme qui se disait homme normal, arrivant à l'Élysée le 6 mai 2012, encaissait l'exercice du pouvoir, un exercice ultra compliqué. Et aussi, ce qu'on découvre dans ce livre et dans ces conversations, c'est la solitude du pouvoir. Pas, je vous sens un peu tendu, mon cher Karim. Non, ça va, regarde. Voilà, regardez. J'ai les mains qui tremblent, mais c'est à cause de Philippe, il fait peur, ce Tesson. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette affaire, quand même, depuis le début, puisque vous dites vous-même que vous avez insisté sur les ressorts psychologiques, c'est que cette affaire Trierweiler, et Dieu sait qu'ici, à Radio Classique, nous ne sommes pas les rois des conversations, non pas privées, mais des affaires privées, ça l'a quand même terriblement ébranlé, parce qu'on voit que pour les histoires du pacte de responsabilité... Ça a été un feuilleton, surtout. Que l'histoire de Leonarda aussi, c'est un truc elle a joué un rôle énorme dans sa très mauvaise gestion de tout ça. Elle est restée première dame, entre guillemets, de mai 2012 à janvier 2014. Et ses proches, son fils Thomas Hollande notamment, qu'on a beaucoup vu aussi pour ce livre, nous dit que ça l'a empêché, que ça a empêché son père d'avoir des raisonnements rationnels. Empêcher de se concentrer, dites-vous. Vous citez Thomas Hollande. Il dit que sur Leonarda notamment, on se souvient de Valérie Trierweiler qui avait fait une intervention dans une école à Angers, en critiquant l'expulsion de Leonarda et de sa famille. Vous vous rendez compte que le type de conversation qu'on a aujourd'hui, imaginez ça avec le général de Gaulle, enfin ça paraît invraisemblable, ou même François Mitterrand qui a eu une vie privée, le moins qu'on puisse dire, relativement agitée. Mais on n'a pas le sentiment. On a parlé de la vie privée dans ce livre uniquement quand ça avait une résonance politique. C'est justement pour ça. Pourquoi est-il ébranlé par les conversations d'une fille qui n'est pas sa femme Parce que c'est vrai. Quelle est cette faiblesse incroyable? Certains proches disent qu'il n'aurait jamais dû entrer à l'Élysée avec elle. C'est-à-dire qu'il savait déjà dès mai 2012 que c'était fini. Et que cette première année et demie de quinquennat balbutiante, voilà, c'est un homme qui souvent, entre le moment où il décide quelque chose et le moment où il le met en application, laisse passer un peu beaucoup de temps. Vous aviez écrit un précédent livre où vous disiez l'homme qui ne veut pas être président, c'est-à-dire qu'il y a une part de hasard, en tout cas de succession, de circonstances dans son accession à la présidence. Est-ce que justement, après toutes ces conversations avec lui et Philippe après va réagir, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une équipe globalement qui n'était pas prête, quoi? Il le dit un peu d'ailleurs. Il dit pas que je n'étais pas prêt, mais il dit le PS n'a pas travaillé. Alors ça, c'est marrant quand il dit ça. Il a été premier secrétaire du PS dans l'opposition de 2002 à 2008. Par exemple, j'aime bien citer le livre, à plusieurs reprises, vous dit finalement personne ne m'a protégé. C'est la pyramide inversée. C'est moi qui protège Hérault. C'est moi qui protège les ministres. C'est moi qui protège. Personne qui travaille au service de communication, ça sert strictement à rien. Mais je crois que ce qu'il dit est vrai. Les gens ne le protégeaient pas assez. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est lui qui a nommé ce personnel. C'est lui qui a nommé Hérault, c'est lui qui a choisi ses communicants. On parle beaucoup de la communication parce que ça a été l'un des désastres du début du quinquennat. Des conversations où il est réuni. Au début du quinquennat, il y a 7 communicants à l'Élysée. Quand Claude Sérillon arrive et il y a Aquilino Morel, enfin ils sont 7.
Mais finalement, on sent qu'Hollande joue un peu entre ces sept-là, et c'est lui à la fin qui décide, mais ça ne le protège pas. Je voudrais qu'on écoute il y a quelques instants, donc Bruno Leroux sur Radio Classique, car quelque chose est peut-être en train de changer dans les heures qui viennent, et finalement, il y aura, par-delà les critiques qui sont adressées par l'équipe de François Hollande, par Manuel Valls et les autres, à Emmanuel Macron, il y aura peut-être un effet Macron possible, c'est-à-dire l'accélération de la déclaration de candidature de François Hollande, car elle était attendue éventuellement, si elle est encore possible, aux alentours de la primaire de la droite. Or, ce matin, sur Radio Classique, est-il en service commandé? Voici ce qu'a dit Bruno Leroux. Je pense que c'est un peu tard. Je pense que le président de la République doit donner des signes rapidement de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut continuer à faire, du projet qu'il veut porter. Il faut qu'il le dise vite, peut-être même dès la semaine prochaine. C'est un souhait, il va s'exprimer, et ça ce n'est pas un mystère, le 8 septembre prochain, dans un colloque organisé par la Fondation Jean Jaurès. Moi je souhaite qu'à ce moment, il puisse ouvrir les perspectives qui nous projettent dans l'avenir. Est-ce que ça vous paraît, Philippe, une clarification ? Que donc ? Que finalement Hollande ne laisse pas traîner le... Je parle pas pour, parce qu'on sait que vous avez toujours été plus que hostile à la politique de François Hollande, mais est-ce que vous considérez que, pour des raisons de clarification pour les Français, il faudrait peut-être qu'ils disent quelque chose très vite ? Bien sûr qu'il le faudrait, mais je crois que ça n'adviendra pas. Je crois que jusque très tard, jusqu'à la dernière limite, il restera tout à fait indécis lui-même, imprécis sur ses intentions. D'ailleurs, à certains égards, il a intérêt à le faire. Moi, personnellement, comme citoyen, je préférerais qu'il clarifie. Mais il a peut-être intérêt à ne pas le faire, à laisser le doute se prolonger le plus longtemps possible. D'autant plus que, encore une fois, je crois qu'il ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Alors là, on revient à sa psychologie, on revient au problème que vous évoquiez précédemment. Avant qu'on revienne, pardonnez-moi, à la psychologie, moi, le problème pour lui, c'est d'empêcher d'installer une multiplicité de candidatures à gauche, car si elle s'installe, pardonnez-moi l'expression, mais il est cuit, il ne peut pas partir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une opération de réalisme, même si psychologiquement, c'est pas sa tasse de thé ? Non, je ne crois pas. Je crois que la mêlée est tellement intense, tellement forte, tellement imprévisible. C'était effarant ce qui se passe actuellement. La mêlée est tellement forte qu'il a, à certains égards, tout à fait intérêt à ne pas y entrer, à ne pas entrer dans cette mêlée-là. Car dès l'instant où il déclare sa candidature, il est obligé de faire campagne. Au moins, il n'a absolument pas intérêt à faire actuellement campagne. Donc pour vous, les propos de Bruno Leroux sont des interprétations personnelles je le crois. Alors, on impute souvent les choses, on croit toujours que tout est préparé, qu'il y a des stratégies, etc. Écoutez, si tel avait été le cas, alors là, le bilan serait absolument catastrophique. Je peux ajouter une chose. Mais vous êtes là pour ça. Moi, je suis très pour moi l'apparition de ces livres. Ça me choque absolument pas. Ça m'intéresse que François Hollande passe tellement de temps, non pas à construire sa statue, je ne le crois pas. Je crois qu'il a besoin de je l'ai dit une fois ici, mais on oublie tout ce que nous disons. La parole est tellement éphémère. Je crois qu'il y a un problème psychologique très très fort, très intéressant, psychanalytique chez François Hollande. Moi, je suis très intéressé par le personnage, et je ne déteste pas François Hollande. Contrairement à ce que vous dites quelquefois, enfin on dit les choses pour s'amuser. Je trouve ça un personnage très intéressant, très douloureux et très souffrant. Oui, mais justement, je crois que c'est un autiste. Je l'ai dit ici. Il adore il ne dit pas qu'il adore cette solitude. Cette solitude lui est consubstantielle. C'est pas seulement la solitude du pouvoir, c'est la solitude de l'homme. Je crois que c'est un homme enfermé en lui-même. Karim Rissouli qui dit qu'il est une énigme même pour ses enfants. Oui, absolument. Il est enfermé en lui-même. Vous permettez que je vous pose une petite question et après on va continuer avec Karim sur le déroulé du livre. La question qui est posée et qui est évidemment celle qui peut être la réaction de beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est qu'ils vont nous dire, au fond, et ça s'adresse aussi bien à vous que ça intéresse et à Karim qui a travaillé sur ce sujet, c'est qu'ils vont vous dire, on s'en fout des états d'âme de François Hollande. La France, c'est dans un état qui est proche de la Bérésina, qu'il aille mal, qu'il aille bien, que sa femme l'ait empêché ou pas empêché, ce n'est pas notre problème. Donc, conversation vaine, disent-ils en nous entendant. Oui, oui. Non, mais on s'en fout pas de François Hollande. Les Français ne se foutent pas de François Hollande. Les Français s'intéressent énormément aujourd'hui. Alors évidemment, à l'écume des choses, enfin, la politique est devenue une espèce de roman, de même que les livres des gens, c'est un roman, le livre de Karim. Voilà. Mais ça
Ça a toujours été ainsi, c'est consubstantiel à l'histoire, ça. Alors, on ne s'en fout pas. C'est secondaire, mais on ne s'en fout pas. Et ce qui n'est pas secondaire, c'est la personnalité réelle des gens. C'est vrai que Hollande s'explique par sa psychologie personnelle. Alors, c'est donc très, très important. L'affaire Macron, il y a un aspect, il vous dit dans le livre qu'il y a quand même un prof, c'est que Macron n'est pas un homme seul, c'est une histoire entre Valls et Macron, en fait, puisqu'il parle des perroquets. Donc on a l'impression que cette histoire Macron, c'est pas tellement l'aventure, si je lis le livre, c'est moins l'histoire de Macron qui court derrière, disons, une aventure personnelle, qu'un problème de rivalité avec Valls, qui d'ailleurs avait déjà été le cas avec Cécile Duflot et avec beaucoup d'autres. Mais il y a deux façons de lire ce qui se passe en ce moment. Soit, effectivement, Macron veut uniquement prendre un coup d'avance par rapport à Valls. Les deux ont deux agendas différents. D'ailleurs, Hollande le dit aussi. On voit bien, Macron se dit, si Hollande est empêché, j'y vais dès 2017. Pas la peine de prendre un QG de campagne à Montparnasse. Et Valls se dit, il est cramé, c'est ce que rapporte le Figaro ce matin, donc pas la peine d'aller à la bataille en 2017 pour Manuel Valls. Donc, et Hollande pense que ce sont un peu ses deux héritiers. Il ne choisit pas d'ailleurs dans le livre. Il dit que Valls est meilleur que Macron pour la politique. Il est davantage prêt, qu'il a été élu, etc. Après, sur Macron, je pense qu'Hollande a pris un uppercut dans le bide il y a 2 jours. Nous, dans le livre, ce qu'il nous dit, et c'est l'une des dernières conversations qu'on a eues au printemps, c'est Macron est un garçon gentil, un garçon simple, il m'est totalement fidèle. Mais ça, Bruno Leroux l'a dit tout à l'heure. Alors, je ne suis pas en train de chanter les louanges de Bruno Leroux, mais ce matin, c'est très particulier, puisqu'il a des collaborateurs, disait-il, avant l'entrée dans le studio, on donnait à François Hollande, il y a 15 jours, le détail exact du scénario du départ de Macron. Il ne les a pas crus et il a vu Macron dans les jours qui précédaient cette déclaration et qui leur a dit le contraire. Mais la réalité échappe à François Hollande, celle-là comme toutes les autres. Il est étranger à la réalité, il est étranger à la société, il est étranger à la réalité, il est à l'évidence. Hollande Hollande a une sensibilité très très forte, mais c'est une sensibilité qui met toujours à côté. C'est pour ça qu'elle est douloureuse. Politiquement, c'est faux. Quoi ? Politiquement, il a quand même souvent eu du flair. Il a quand même... Non. Philippe, le déni de la réalité, il a constitué un fondamental de la personnalité de François Hollande. On parle de stratégie politique. Il s'est quand même rarement planté. Un mec qui était à 3% et qui a fini par gagner l'Élysée. Vous parlez du bilan sur le fond, sur les questions sociales, économiques, etc. Moi, je parle sur... Mais ça compte. Oui, mais là, Macron, c'est pas la question. Macron, il déboîte pas pour une question de fond. Macron, il est comptable de la politique économique depuis 2 ans. Et depuis 4 ans, puisqu'il était à l'Élysée avant. Ce que je veux dire, c'est que Hollande, en général, voit plutôt bien arriver ses adversaires ou ses amis. Il arrive plutôt à bien contrôler ça. Alors, comment expliquez-vous son échec ? Là, c'est ce que dit un peu Mélenchon. La créature Macron lui a échappé. Macron dit qu'il a enfanté des monstres. Montebourg, Macron et les autres. Mais on va vous raconter dans le livre aussi qu'il y a quand même un certain nombre de coups bas qui ont été adressés à Macron. Là encore, j'en parlais avec Bruno Le Maire. L'histoire de sa sexualité, l'histoire de son ISF, c'est pas sorti de la droite, cette affaire-là. C'est sorti des écuries du pouvoir actuel. Et donc, ce sont des gens qui ont tapé sur Macron. Donc, au bout d'un certain temps, pourquoi rester si c'est pour vivre un calvaire? On lui a enlevé la loi Macron 2. On a dit qu'il vivait avec le patron d'une radio publique. On lui file sa déclaration d'impôt. Enfin, je veux dire... Et même vous citez à un moment Valls qui lui dit... quand il arrive avec sa barbe, tu ferais bien de passer par un centre de déradicalisation. C'est quand même pas de l'amitié extrême. Non, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas que la psychologie, il y a quand même la morale. D'ailleurs, c'est ça que Guillaume vient d'évoquer. Appelez-moi Claude, je préfère. J'ai décidé. Pourquoi j'ai dit Claude? Je sais pas, comme ça. Vous avez pensé à Claude Pompidou, tout d'un coup, en me voyant. J'ai changé de sexe, d'âge, et je ne suis plus là. Allez-y, terminez. Non, pourquoi vous vouliez terminer sur... Oui, je vais dire là, on vient de parler de la morale. Oui, on a parlé de la morale. On a d'abord parlé de la lucidité. Moi, je dis que cette lucidité est entamée par un dysfonctionnement psychologique que j'appelle l'autisme. Enfin, on peut faire de la médecine, mais je pense que vous êtes un peu d'accord là-dessus, d'ailleurs. J'ai senti que vous étiez un peu d'accord. Mais il y a aussi autre chose. Il y a la sensibilité qui est extrêmement forte là-dessus. Je crois que on est tout à fait d'accord. Elle est fine, elle se double d'ailleurs d'un humour qui est incontestable, qui est le signe de quelque chose d'intelligent. Il y a l'intelligence, et enfin, il y a quand même la morale. Vous êtes en train... Faut qu'on termine, Philippe. Non, mais à la limite, ce jugement que vous portez tendrait à l'exonérer, qui est un jugement extrêmement positif, tendrait à l'exonérer de toute espèce d'impureté, quoi, si je puis dire. Or, la pureté, elle est consubstantielle à la politique. C'est vrai qu'il n'a pas... Enfin, c'est quand même pas un enfant du bon Dieu. Il faut pas exagérer. Merci mille fois. D'accord.
Antonin sûr. André et Karim Rissouli signent Conversation privée avec le président. C'est publié aux éditions Albin Michel. Les livres sont faits pour être lus. Merci Karim d'être venu. Merci beaucoup, Bonne chance Guillaume. pour votre prochaine émission. France Car 5. sur France 5, ça démarre quand ? Le 18 septembre. Le 18 septembre. Il est 8h56. Nous avons rendez-vous avec Ève Ruggieri, 9h. La musique sur l'antenne de Radio Classique. Le journal et la bourse dans un instant.